Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama et sur notre page YouTube, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Plein de sujets à voir ensemble. Déjà rapidement, Bruxelles, où on avait traité déjà un petit bout, un morceau hier, qui enterre donc cette interdiction de vendre des voitures thermiques en 2035. Ça ouvre la porte et la voie aux hybrides rechargeables, aux voitures à essence, diesel ou encore aux véhicules électriques équipés de prolongateurs d'autonomie. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les constructeurs automobiles européens ? Bon, d'abord, c'est quand même qu'une ouverture marginale. 90% des voitures vendues en 2035 devront être électriques. Et donc ça ouvre la porte avec des concessions d'utilisation de biocarburants, d'utilisation d'acier européen pour les 10% restants. Bon, je crois que faut pas interpréter ça comme un recul majeur de la Commission. En réalité, la Commission tient à l'électrification du parc automobile. Elle donne une petite souplesse aux constructeurs. Enfin, c'est une petite souplesse extrêmement limitée en réalité. En même temps, c'est une mauvaise nouvelle pour le climat, nous a dit Greenpeace, la Commission qui assure qu'il n'y a pas d'impact sur le rythme de décarbonation de l'Europe. Oui, mais enfin, c'est vrai. Enfin, le problème de décarbonation de l'Europe, c'est que nous sommes le continent qui décarbone le plus rapidement. La baisse des émissions de CO2. Les Chinois vont, dans les prochaines années, stabiliser leurs émissions de CO2. Alors, je crois que les données provisoires pour cette année montrent qu'il y a eu une petite baisse en Chine. Les États-Unis, les émissions de CO2 repartent à la hausse avec Trump et de façon assez franche. Et donc l'Europe continue à se décarboner. Et effectivement, ça pose un problème. À tort ou à raison ? À tort sur le fond. Enfin, je veux dire, moi, je cite toujours, j'ai déjà cité, je crois, ici, les travaux d'Adrien Bilal, qui montrent que 1 degré Celsius de hausse de la température de la planète, ça fait 12% de PIB du monde en moins, quoi. Et donc, si on a 3 degrés de hausse de la température d'ici 2100, ça va faire 35-36% de PIB en moins. Donc c'est l'Europe qui a raison, alors. L'Europe a raison sur le fond. Simplement, la Chine est coincée par sa taille et sa croissance, et donc elle n'arrive pas à se décarboner rapidement. Il y a toujours 65% de l'électricité en Chine qui est produite avec du charbon. Alors c'est moins que les 75% où on était il y a quelques années, mais... Ça reste le premier, c'est un paradoxe, pardon, la Chine, Patrick, c'est que c'est à la fois le premier émetteur de CO2 au monde, et en même temps, c'est le pays dans lequel on installe le plus d'éoliennes. Oui, la Chine installe plus de 50% des énergies renouvelables mondiales. Chaque année. Chaque année. Et donc, mais il y a 4,5% ou 5% de croissance. Et donc, la croissance empêche que la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique augmente rapidement. Enfin, la Chine fait vraiment des efforts. Et alors, les États-Unis ont arrêté de faire des efforts, clairement. Alors, le problème de l'Europe, c'est comment ne pas ralentir la décarbonation sans perdre l'industrie. Ouais. Et je crois qu'on arrive toujours, et tous les économistes sérieux, je pense, arrivent à la même conclusion, il faut se protéger par une taxe aux frontières qui ne porte... La taxe aux frontières européenne porte uniquement sur les biens intermédiaires, maintenant. Elle porte sur l'acier, l'aluminium, etc. Il faut une taxe aux frontières globales. Il faut une taxe aux frontières globales. On parle de droits de douane. Alors, c'est des droits de douane. Enfin, ça s'appelle un border adjustment, une taxe aux frontières, un ajustement aux frontières. Mais qui la paye ? C'est le consommateur. Non, ça rend les produits importés de pays qui n'appliquent pas les mêmes règles environnementales, climatiques, sociales que l'Europe. Ça rend la compétition, la concurrence de ces pays plus faible en Europe. Donc, mais entre le choix d'abandonner complètement toute ambition de décarbonation ou se protéger, je crois qu'il faut se protéger. Il ne faut pas abandonner les ambitions de décarbonation. Et face aux mastodontes chinois, je pense aux constructeurs de voitures électriques, est-ce que ces flexibilités que nous offre la Commission européenne, est-ce que ça va renforcer ou pas nos constructeurs européens qui sont, c'est vrai, en retard sur la voiture électrique par rapport à la technologie chinoise ? Oui, mais alors dans le paquet qui est annoncé hier à la Commission, il y a aussi beaucoup d'aides aux fabricants de batteries électriques. Il y a des prêts à 0%, etc. Donc il faut développer, c'est pas que dans la batterie électrique, il faut développer une industrie de la batterie électrique. Il y a déjà des droits de douane sur les voitures. Il y a des droits de douane sur les voitures. Je crois que c'est 25 ou 30, je sais pas. Alors ça
dépend des marques. Oui, c'est vrai, oui. C'est entre 15 et 30% suivant les marques. Mais, les Américains sont à 100%. Oui, mais non, ils sont... sur les voitures chinoises, pour moi, c'était 100%. Mais alors, la Commission applique les règles de l'OMC, donc elle a calculé précisément les biais de concurrence dus aux subventions, voilà, donc c'est des droits de douane OMC compatibles, quoi. Donc la Commission, elle est légaliste, elle peut pas faire comme Trump. C'est pas punitif. Ouais, c'est des droits de douane qui, normalement, rendent la concurrence des voitures chinoises fair, quoi. Royal. Voilà. Et donc, mais je crois que ça serait une erreur d'arrêter la décarbonation, parce que de toute façon, les autres pays vont nous rejoindre. Les dégâts de la hausse liés à la hausse de la température vont être tels et vont être perceptibles dans tous les continents. Et ces dégâts feront qu'à un certain moment, même les États-Unis vont juger que... Et donc ça donnera raison à l'Europe qui aura pris de l'avance. De l'avance technologique sur les technologies de décarbonation. Ce qui est déjà le cas. Pas sur l'éolien et le solaire. Non, c'est pas. Mais sur la décarbonation de l'industrie. L'Europe est en avance sur les technologies de décarbonation de l'industrie, et il faut miser sur le futur et miser sur le fait que dans 10 ans, 15 ans, les autres pays rejoindront l'exigence européenne en matière de décarbonation. On parle maintenant de l'économie américaine, Patrick. On a eu les chiffres hier, 64 000 postes créés au mois de novembre, après avoir détruit l'économie américaine qui a détruit 100 000 postes en octobre. Quelle grille de lecture on a sur ce marché de l'emploi? Est-ce qu'il est vraiment à la peine? Est-ce qu'il est vraiment à l'arrêt? Alors, parce qu'on se dit 4,6% de taux de chômage. Oui, donc le taux de chômage il a augmenté de plus d'1 point depuis l'année dernière. Alors, le marché de l'emploi, il est quand même, il se détend progressivement, malgré... Il se détériore. Il se détériore, il est soft, comme disaient les Américains. Tous les indicateurs vont dans le même sens. Alors, même si on prend l'emploi hors emploi public, parce qu'il y a le Doge qui a fait des ravages dans l'emploi sur les 3 derniers mois, c'est 70 000 créations d'emplois par mois. Rien de dramatique. Oui, mais enfin, dans le passé, on disait que pour stabiliser le taux de chômage, il fallait 200 000 emplois par mois. Alors, c'est moins, parce qu'il y a beaucoup d'immigrés qui ont quitté le marché du travail. Mais ce n'est pas assez, visiblement, pour stabiliser le taux de chômage. Donc le nombre de chômeurs qui a progressé d'1 million en un an. Oui, c'est 1 point, plus d'1 point. On est à 4,6 et on était à 3,5. Et donc, le marché du travail n'est pas très brillant. Alors, curieusement, la croissance du PIB qu'on va avoir aussi pour le 3e trimestre ces jours-ci, toutes les personnes qui fabriquent des indicateurs avancés de la croissance du PIB sont presque à 4% de croissance au troisième trimestre. On était à 3,8 au deuxième. Et au premier, c'était très faible. Mais là, c'était le choc de l'arrivée de Trump, le choc droit de douane. Mais l'économie américaine ne crée pas beaucoup d'emplois. Alors qu'elle tourne à quasiment 4% de croissance sur 6 mois. Et alors sur 6 mois, elle est presque à 4% de croissance. Comment on explique ça? Et parce que c'est une croissance qui n'est pas tirée par la consommation des ménages, qui est tirée par les investissements, en particulier les investissements liés à l'intelligence artificielle. C'est les investissements dans les semi-conducteurs, dans les cartes graphiques et dans les data centers. Ces investissements ne créent pas beaucoup d'emplois, quoi. Je veux dire, quand vous achetez des cartes graphiques NVIDIA, ça ne crée pas énormément d'emplois. Et donc, on peut à la fois avoir aux États-Unis une croissance assez forte, un marché du travail qui s'affaiblit lentement mais progressivement, et une inflation qui reste assez forte parce qu'il y a l'effet droit de douane. Le Yale Budget Lab estime qui fait toutes les analyses sur l'effet des droits de douane sur l'économie américaine, à l'université de Yale, pense que les droits de douane expliquent 1,2 d'inflation additionnelle. Sur les trois. Et donc, sans les droits de douane, on serait en dessous de 2, et là, la Réserve fédérale pourrait baisser franchement. On est à 3, alors on va voir cette semaine à combien on est en octobre et novembre. Enfin, ça sera autour de 3. Sous-jacent, parce que le prix du pétrole continue à baisser, mais l'inflation sous-jacente restera autour de 3. Il y a péril ou pas, en la demeure? Est-ce qu'il y a le feu au lac sur le marché de l'emploi américain? Il se détend, il se détériore, mais sans grave. Moi, quand je vois 77 000 créations de postes par moyenne sur 3 mois, je me dis qu'il n'y a pas non plus, il n'y a rien de dramatique. Non,
il n'y a pas. Bon, ça conduit à une prévision pour la Réserve fédérale. Alors, je ne crois pas que la Réserve fédérale changera massivement le comportement après ça le lui départ donne quand de même des Powell. billes, cette Mais ça veut, détente sur le marché de l'emploi. ça veut dire que les consensus d'économistes sont assez raisonnables. Enfin, il y a certains économistes qui disent 25 points de base de plus et il y a certains économistes qui disent 50 points de base de plus, en disant que de 3 ou 3,25 pour le taux des Fed Funds, ça serait un niveau raisonnable qui serait... La croissance nominale aux États-Unis sur les 2 derniers trimestres, alors le 3e trimestre n'est pas encore connu, la croissance nominale, elle est de plus de 6%. Hein, et donc avoir des taux d'intérêt à 3, à 3,5, c'est stimulant. Hein, et donc... Donc l'atterrissage du marché de l'emploi aux États-Unis, ça va être... c'est pas de nature à redonner des raisons à la Fed de baisser un peu ses taux. Baisser un peu, mais pas massivement. La Fed est... À 25 points de base près, elle est pas mal quoi, au niveau de taux d'intérêt. Elle a des taux d'intérêt qui ne sont pas inflationnistes et qui ne détruisent pas d'emplois. Ouais, mais si l'emploi freine encore plus. Oui, mais enfin, il n'y a pas vraiment de... S'il y a vraiment 4% de croissance, il n'y a pas de raison que l'emploi... Oui, mais 4%, dont, alors j'ai vu passer ce chiffre, il m'étonnait, dont 40% de la croissance américaine qui est liée justement aux investissements dans l'IA. Il y a même des chiffres autour de 50% qui disent que de 2 points de ces 4 points de croissance sont liés à l'IA. Oui, c'est très difficile à calculer parce qu'il y a les statistiques, enfin c'est très difficile de voir ce qui est lié à l'IA. Alors on peut faire data center, les cartes graphiques de Nvidia, mais enfin il y a l'approvisionnement en électricité, l'approvisionnement en eau, il y a plein d'investissements corrélés au développement de l'intelligence artificielle. Mais donc, l'économie américaine en réalité ne va pas mal. Ce qui va mal, c'est... Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal aussi? Ce qui va mal, c'est l'inflation perçue par les consommateurs, qui est presque à 6%, si on croit le Conference Board, perçue. 3% d'inflation, 5,6% d'inflation anticipée à un an. La confiance des consommateurs qui se dégrade continuellement. La consommation des ménages ralentit progressivement. Sur quel rythme? On est passé en dessous de 3, quoi. Ça va. Oui, ça fait rêver ici. Hein. Mais dont le consommateur américain est pessimiste et freine sa dépense. Hein. Et puis les menaces sur le système de santé, sur la générosité de Medicare et de Medicaid, etc., amplifient ce pessimisme. Et puis ce qui va bien, c'est la tech et... je ne parle pas de la valorisation boursière de la tech, je pense ce que la tech fait à l'économie américaine, quoi, et en particulier les investissements dans l'IA. Bon, un mot, Patrick, du pétrole. Le pétrole qui tombe donc sous les $60 le baril, WTI américain ou Brent en Europe. Est-ce que économiquement c'est justifié? Il y a vraiment une offre qui est... le rapport entre l'offre et la demande, il y a vraiment, c'est normal d'être sous 60? Alors, il y a d'une part les prévisions qui sont faites par l'AIE, par l'OPEP, etc., qui montrent qu'il y aura une surproduction assez forte de pétrole l'année prochaine. Il y a certaines prévisions qui parlent de 4 millions de barils jour d'excès d'offres. C'est énorme, ça c'est rare dans l'histoire. C'est 4% de la demande, quoi. Et puis, il y a aussi l'anticipation que peut-être il y aura un allègement des sanctions sur la Russie et sur le pétrole russe. Et puis, il y a des nouvelles découvertes au Brésil, en Afrique, etc., qui sont mises en production. Et il y a... et puis, il y a le début des effets quand même de la transition énergétique sur la demande mondiale de pétrole. Hein. Alors, les économistes et les pétroliers s'entretuent sur savoir si le peak oil, c'est maintenant, c'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans. Mais enfin, on va vers le peak oil. Donc, la demande mondiale de pétrole va continuer à baisser, va commencer à baisser. Et donc, probablement, je veux dire, moi, je ne suis pas en capacité de refaire les calculs que font les spécialistes du pétrole qui ont des moyens énormes. Mais à part, vous voyez, l'AIE, etc., cumule tous les champs en développement et toutes les nouvelles productions. Enfin, c'est un travail extrêmement compliqué. Et tout le monde arrive à l'idée qu'il y a une assez grosse surproduction de pétrole. Qui est conjoncturel ou qui est structurel? Qui est plutôt structurel, c'est-à-dire on continue à développer la production de pétrole, et puis l'OPEP+ a progressivement relevé ses quotas. Et puis, on est parti pour rester sous $60.
Dans le passé, 1 million de barils jour d'excès de production de pétrole, ça provoquait à peu près au moins 10% de baisse des prix. Donc si on avait vraiment 4 millions de barils jour, le prix du pétrole passerait à $35 le baril l'année prochaine. Bref, il ne faut pas exclure un pétrole passant en dessous de $50. On est à 58, 59. Pas exclure qu'ils peuvent passer en dessous de $50 l'année prochaine. Ouais. Et rester, parce que passer, c'est une chose. Rester, parce qu'à nouveau, il y a plein de pays qui dépendent encore des revenus pétroliers. Et ces pays, et on avait une certaine discipline. L'OPEP avait maintenu une certaine discipline dans les pays producteurs de pétrole. Cette discipline commence à s'éroder et chaque pays joue son jeu personnel et essaie de produire davantage. Patrick, il faut qu'on parle absolument aussi, avant de se quitter, de cette année boursière. C'était un beau millésime, encore une fois, après 2022 qui était catastrophique pour les marchés actions et obligations. Ça fait 3 années consécutives de hausse des bourses européennes et surtout de Wall Street. Pourquoi ça ne continuerait pas en 2026 ? Est-ce que 2026, c'est l'année de la correction ou pas qui viendrait de Wall Street ? Alors, moi, je suis un adepte du CAPE de Robert Shiller. Alors, le CAPE de Robert Shiller, alors techniquement, c'est le ratio de la capitalisation boursière au bénéfice par action lissé sur 10 ans. Et donc, c'est un PER, mais calculé sur des bénéfices lissés, sur des bénéfices lissés. Et le CAPE de Shiller a 3 pics dans l'histoire. 1929, on a un CAPE à 32. 1990, juste avant 99, pardon, 2000, c'est même début 2000, le pic, on a un CAPE à 42, et aujourd'hui on est à 40. Et donc, normalement, on est à un seuil où, dans le passé, s'est déclenchée une violente correction du marché des actions. Alors, ça dépend de beaucoup de facteurs. Moi, je suis très inquiet du fait que les sociétés qui développent des modèles d'IA ont besoin d'investissements colossaux. Il y a des recherches qui montrent que, mondialement, les investissements pour l'IA d'ici 2030 vont nécessiter 15 000 milliards de dollars d'investissement. Et ça sera rentabilisé sur... Peut-être que ça ne sera jamais rentabilisé, parce que ça dépend d'abord de l'organisation du marché. Est-ce que ces sociétés pourront capter l'ensemble des profits liés à l'IA chez les utilisateurs d'IA ? Vous êtes, je ne sais pas, un cabinet d'avocats, vous utilisez l'IA, ça augmente votre efficacité. Est-ce que vous allez faire bénéficier vos profits additionnels aux gens qui vous vendent des langages d'IA, même si c'est des langages spécialisés ? Moi, je ne suis pas sûr. Et puis, les besoins d'investissement sont énormes. Alors, peut-être sont-ils surévalués ? Il y a des papiers de Google qui montrent que leur nouveau, le Gemini 3, leur nouveau logiciel de langage, est beaucoup plus économe en GPU, en électricité, etc. Et que génération après génération, on fait des économies sur mieux. Oui, mais quand même, la consommation d'électricité, la consommation d'eau, la consommation de cartes graphiques est complètement énorme. Donc, et donc le risque... C'est une déception. Et puis une autre déception sera peut-être que certaines des entreprises qui développent des modèles de langage ne garderont pas leur part de marché. Enfin, je veux dire, est-ce que Google va tout manger ? Enfin, je veux dire, on peut se poser des questions. La machine Google est partie, quoi. Je veux dire, et alors, on devrait être plus pessimiste sur OpenAI, etc. Donc, est-ce que tous peuvent réussir au point qu'annoncent leur business plan ? C'est pas sûr du tout. Et donc, il y aura peut-être... Donc, le risque de correction de Wall Street en 2026, il est important ? Moi, je crois qu'il y a... Il y a un risque, alors on ne sait jamais. Alors une correction, ça ne se déclenche jamais tout seul. Alors on a une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, on en parlait au début, petite, mais les taux d'intérêt à long terme des États-Unis montent. Parce que les taux d'intérêt à long terme sont poussés vers le haut par l'ampleur du déficit public, par la réduction du nombre de pays qui investissent dans la dette publique des États-Unis. Et puis, on a des choses additionnelles qui pourraient pousser les taux d'intérêt à long terme vers le haut. Un rapatriement des capitaux des Japonais depuis les États-Unis vers le marché japonais. La réforme des règles des fonds de pension hollandais. Les fonds de pension hollandais sont énormes détenteurs de dettes publiques de tous les pays.
Donc, c'est les taux à long terme qui comptent, hein, et le taux d'intérêt à 10 ans, alors c'est lent, hein, on était en dessous de 4 il y a 3 mois, on est à 4,15, 4,16 aujourd'hui. Aux États-Unis, mais en Europe, ça monte d'ailleurs un peu plus vite qu'aux États-Unis, mais on est quand même probablement sur une tendance à la hausse. Donc vous voyez en gros la bourse américaine dans le rouge en 2026 ? Moi, je crois. Il y a plusieurs risques, et à nouveau. Et alors, le dernier risque, c'est le fait que ce sont les particuliers qui tiennent la bourse. Si on regarde les chiffres du margin aux États-Unis. Oui, c'est les États. Enfin, ouais. C'est la tech, c'est aux États-Unis. Si on regarde les chiffres du margin credit, c'est les crédits avec appel de marge qui servent à acheter des actions. Et c'est des crédits qui sont pris par les particuliers. Les chiffres de ce type de crédit ont augmenté, l'encours de ce type de crédit a augmenté de 20% cette année. Et donc, il y a toutes les composantes d'une crise des actions, hein, très forte valorisation, achat d'actions financées à crédit, risque de déception sur les résultats par rapport aux besoins d'investissement. Donc, en quoi c'est un problème que les particuliers tiennent la bourse aux États-Unis ? Le problème, c'est que les institutionnels n'achètent plus la bourse, les techs américaines. Les institutionnels sont partis dans d'autres secteurs et sont partis à l'étranger, sont partis au Japon, sont partis en Europe. Pourquoi la bourse européenne a monté en 2025 autant que la bourse américaine ? Bon, ce n'est pas à cause de l'économie européenne, c'est parce qu'il y a pas mal d'investisseurs qui sont inquiets de la tech, de la valorisation de la tech, et qui voient que la bourse européenne... Et puis il y a l'effet dollar qui a joué en plus. Et puis il y a l'effet dollar, et puis il y a des bourses des émergents, il y a la bourse japonaise, en fait. Et donc les institutionnels sont beaucoup plus inquiets, sont les particuliers, et ça c'est très visible dans les chiffres du margin credit, du crédit avec appel de marge, sont les particuliers qui... Pour vous, 2026 ne sera pas une bonne année boursière aux États-Unis ? Moi, je pense que le Nasdaq peut baisser de 20% en 2026. Enfin, on ne sait jamais. Mais je crois qu'il y a une bulle. Honnêtement, il y a tous les signes d'une bulle. Et une bulle, ça éclate à un certain moment. Alors, ce n'est pas une catastrophe pour l'économie, parce que l'éclatement des bulles actions, ce n'est pas très mauvais pour la macroéconomie. C'est bien moins mauvais pour la macroéconomie qu'un éclatement d'un excès d'endettement, par exemple, des entreprises, des ménages, et ça. Et même en... Enfin, patrimonialement parlant, pour les Américains, ils le sentiraient passer. Hein. Bon, 20%, oui, mais enfin, dans un marché qui a monté de 25% le Nasdaq, et si vous perdez 20%, il sera toujours en hausse par rapport au début de 2025. Donc, ce n'est pas catastrophe patrimonialement, et ça ne sera pas catastrophique pour l'économie américaine. Mais je pense qu'il faut être prudent avant de se renforcer sur les actions américaines, et particulièrement sur les actions de la tech, quoi. Et l'Europe, on finit là-dessus, Patrick, l'Europe pourrait quelque part s'en sortir en 2026 mieux. Il y a eu match nul cette année entre Wall Street et l'Europe en matière boursièrement. Est-ce que l'an prochain, l'Europe pourrait mieux s'en sortir, ou quand moi, je suis inquiet, Wall Street éternue D'abord, il y a une corrélation, hein, mais je suis quand même inquiet des anticipations de résultats. On a 10% sur les anticipations de bénéfices par action en Europe en 2026, alors que les bénéfices par action ont baissé en 2025. Et ils ont baissé parce que les taux de marge des entreprises, quand on regarde, ont baissé, alors que les taux de marge des entreprises augmentent aux États-Unis. Je ne vois pas dans la macroéconomie européenne ce qui arrêtera la baisse des taux de marge en 2026. Et donc, si on a une mauvaise nouvelle sur les bénéfices par action en 2026, ça sera une cause spécifique de faiblesse du marché européen. Non, moi, je suis plus confortable avec le marché japonais, quoi. Le marché japonais, vous savez que le poids de l'industrie au Japon, c'est 29% du PIB. Hein, c'est 9% du PIB en Europe. Alors on ne sait pas bien séparer l'industrie manufacturière et la construction. Bon, enfin, c'est l'industrie au Japon, c'est 29% du PIB. C'est une énorme industrie qui est très, très, très efficace, très moderne, avec une industrie du robot qui est leader mondial, une industrie du téléphone portable, une industrie maintenant de... Et la bourse japonaise, ça donne quoi? Je sais pas si... La bourse japonaise, ça marche bien. La bourse japonaise, c'était très fortement en hausse. Et l'effet change par rapport à l'investisseur qui est en euros? Alors le problème, c'est que le yen s'était énormément déprécié dans les 2 dernières années, et maintenant a commencé à se réapprécier lentement par rapport au dollar. Hein. Parce que tout le monde attend le rapatriement des capitaux sur le Japon,
capitaux qui sont aujourd'hui exportés aux États-Unis. Qui reviennent parce que les taux d'intérêt à long terme montent. On est presque à 2 sur le taux d'intérêt à 10 ans du Japon. On était à 0 il y a 3 ans. Et les taux d'intérêt à 30 ans sont à 3,50. Donc il y a une perspective de hausse des taux d'intérêt au Japon et quand on parle aux investisseurs institutionnels japonais, ils commencent vraiment à se poser la question de rapatrier les capitaux, ce qui ferait réapprécier l'yen et qui ferait qu'en achetant des actions japonaises, vous gagnez à la fois sur les actions et sur la devise. Ouais, sauf quand il y a un yen plus fort, c'est moins bon pour le commerce extérieur des boîtes japonaises. Oui, mais c'est très sophistiqué les exportations du Japon. Allez, merci beaucoup. Entretien donc avec Patrick Artus, le conseiller économique de Siam, invité à la grande interview en direct sur Boursorama et sur YouTube. Merci Patrick, passez une bonne fête. À bientôt. Bonne année, bonnes vacances.